Bon, dans cette vidéo, on va s'attarder à continuer à faire des bricoles sur l'Alpine en tout genre. J'achète les pièces petit à petit, pas parce que j'ai pas envie d'en faire plus, mais parce que ça coûte une fortune. Tenez, regardez ce carton là. À votre avis, le contenant là, c'est combien? C'est plus. Je peux vous assurer que c'est plus. Avant de faire ça, on va s'attarder à réparer quelques erreurs que j'ai commises dans le passé. Bon, une fois de plus, j'ai la flemme de sortir mon micro-cravate, donc j'espère que le son à peu près potage. Je me dis que si je parle très fort, vous m'entendrez principalement l'huile. Alors, j'ai pas mis la bonne huile, oui et non. Donc oui, en fait, GTA, elle est conçue pour plusieurs huiles, 1540 et 2050. C'est les deux types d'huiles qui sont préconisés. La plupart tournent à l'indice 50. Pour information, le premier nombre avant le W correspond à l'indice de viscosité à froid et le second à chaud. En gros, elle peut tourner avec de l'indice 40 ou de l'indice 50. J'ai aucun problème aujourd'hui avec de la 1540. Elle tourne très bien, j'ai pas de problème de pression d'huile. Le problème, c'est qu'il fait pas très chaud actuellement. Et quand je vais être en plein été, surtout en Italie, par exemple, c'est pas 25 degrés qu'il va faire, c'est 45. Alors, je sais que dans un moteur, normalement, ça ne devrait pas poser de gros problèmes, mais je préfère remettre une huile un peu plus épaisse et aussi de meilleure qualité, parce que l'huile Motul que j'avais pris, qu'on se le dise, c'est de la merde. Et après recherche, maintes recherches, et avoir discuté avec certains spécialistes comme notre ami le cerisier, voici ce que j'ai pris. Donc c'est une huile 100% minérale, mais une huile entre guillemets de course, très utilisée aux États-Unis, principalement pour les vieux V8 et les moteurs plus anciens. Énormément de zinc dedans, donc ça protège vraiment bien les paliers et tous les composants métalliques de tout frottement. Donc un peu idéal pour un vieux moteur. De toute façon, c'est un véhicule que je vais vidanger quoi, tous les 5-6 000 km. Je vais pas faire 20 000 km avec par an, faut pas déconner. J'ai aussi huile de boîte. Compliquée. On va déjà la changer, qu'on soit réaliste. Celle-ci, c'est une 100% synthétique, mais qui respecte un standard particulier, l'API GL4. Cerisier, pourrais-tu nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de mettre de la GL4? Alors, GL4, GL5, c'est assez simple en fait. Les synchros des boîtes de vitesse, surtout les anciennes, et même encore certaines récentes, sont en bronze ou en laiton, en fonction des modèles, etc. Et en gros, la GL5 est détergente, plus détergente en tout cas, et agressive envers ce genre de matériaux. Donc en fait, elle va tout simplement bouffer les synchros. Ça fait de la limaille et autres joyeusetés qui se baladent dans la boîte. Ça réclame de la GL4, tu mets de la GL4 parce que à court terme, tu verras pas la différence. Par contre, dans 15-20 000 km, bah, quand faut changer la boîte de vitesse, c'est dommage, quoi. Alors souvent, les voitures sont vendues, les mecs s'en rendent pas compte, mais malheureusement, c'est la réalité des choses. Et il y a beaucoup de bagnoles qui tournent aujourd'hui avec pas forcément les bonnes huiles de boîte et bah, ça fait ce qu'on connaît, quoi. Merci. Donc voilà, entre autres, et pour le standard d'huile, d'origine c'est de la 80W qu'elle prend. Ce standard existe encore, mais très compliqué à trouver. À la place, les gens mettent soit de la 75-80, soit de la 75-90. Bref, il y a 36 standards. Ça devrait faire l'affaire. Voilà, au moins ça bouffera pas mes synchros. Et enfin, si vous vous rappelez bien, j'avais un petit problème de type émetteur d'embrayage qui fuit. Un premier problème. Le maître cylindre de l'embrayage fuit. J'espère qu'il fait pas trop. J'ai acheté les pièces sans ironie là, le lendemain d'avoir acheté la voiture, mais j'ai jamais eu le temps de m'en occuper. On va s'occuper aussi de refaire l'émetteur d'embrayage et changer tous les liquides de frein avec les durées qui vont bien et tout l'ensemble. Parce que bon, la gueule de mon liquide de frein, il est... je vous le montrerai plus tard, mais il est tellement noir, c'est un cauchemar. Il est dégueulasse. Donc bref. Vous pouvez le voir, ça suinte pas mal de la jointure. Et bon, on a peut-être un peu une légère fuite ici au niveau du carter de distribution, mais lui je vais pas y toucher, j'ai pas envie. Trop de boulot à changer, changer le joint, faut pas déconner. Cependant, avant de le démonter, je vais quand même le nettoyer
histoire de pas foutre de la merde partout dans le moteur et pouvoir juste rapidement le changer. Bon, l'huile est effectivement noire. Rien d'inattendu puisque ça agit un peu comme une... disons un rinçage de l'ancienne huile qui était dedans. Cependant, comme vous pouvez le voir, pas de paillettes ni de dépôt. Et en réalité, une fois qu'elle est mise à plat, vous voyez, elle est encore très belle. Prête à être remise dans le moteur. Je plaisante évidemment. Les points que vous voyez ici... quand même un peu de métal. Ou juste de la vieille huile qui était dans le bidon en fait. Mais... Et puis bon, pour l'instant j'ai décidé d'ignorer mon huile qui brillait de mille feux et plutôt me concentrer sur les autres réparations. Voilà, vous devez bien voir. Je vais essayer de défaire toutes ces vis en étoile cette fois-ci. Renault aime bien utiliser des tailles vraiment, mais alors vraiment stupides. Du 11. Je connais. Ça, c'est ce qui me plaît. Et vu que le reste de cette séquence, c'est littéralement que mes cheveux, je vais vous en faire cadeau. Et je pensais vraiment pas que le carter serait collé à ce point. Bon, je vais pas vous cacher que ça m'a pris un petit peu trop longtemps. Faut que je nettoie un peu tout ça, mais bon, j'ai fini par craquer et si j'abîmais la surface, tant pis pour moi, mais je pense quand même pas. Il est encore collé d'ailleurs, il va falloir que je continue. Voilà. C'est fou qu'un carter puisse à la fois fuir et être aussi bien serré, sans déconner. Ah. Voici à quoi ressemble. Nope. Comment vous êtes arrivé là? Bas moteur, la crépine. Jeter un coup d'œil évidemment à la crépine qui a rien d'abnormal, mais rien de choquant pour l'instant. On va m'amuser à nettoyer tout ça. En tout cas, c'est très propre là-dessous. Hein. Je vois rien de choquant, en tout cas pour l'instant. On va plutôt voir ce qu'il y a là-dedans. Bon. Je constate pas mal de mer. Alors ça s'explique par le fait que le niveau du bouchon est plus haut que le niveau de l'huile. Cependant, est-ce que j'ai du métal? Difficile à dire. Ouais. Il y a des pots métalliques au fond. Pas, je dirais pas de gros morceaux. Mais je fais bien de le défaire pour nettoyer. Bon, et je fais pause ici puisque forcément j'ai appris des choses entre temps. Ça sert à rien d'être alarmiste. C'est un moteur qui a une quarantaine d'années. Je doute que ce carter ait jamais été démonté. Quand un moteur tourne uniquement à l'huile minérale et qu'il reste longtemps à l'arrêt, c'est plutôt normal de trouver du dépôt goudronneux au fond d'un moteur. Tant que ce n'est pas dans le haut moteur, dans les passages ou dans la crépine comme on l'a vu, on n'est pas sur quelque chose de très inquiétant. Et apparemment, c'est très commun sur les PRV d'avoir du goudron. Ça n'empêche que moi, j'ai quand même trouvé une quantité de dépôts métalliques. Alors, pas de la limaille, pas des copeaux, juste des paillettes. Mais elles sont quand même présentes. Et ça peut indiquer une usure, par exemple, prématurée des paliers qui pourrait être aussi suivie par une pression d'huile trop faible. Ça pourrait être un symptôme, ou un claquement, à chaud, par exemple. J'en reparle dans la conclusion de la vidéo, mais j'en reparle également maintenant, histoire que si vous êtes parti aller dans les commentaires, savoir que j'ignore pas ces problèmes.
Ce que je compte faire évidemment, c'est dans quelques centaines, voire quelques milliers de kilomètres, refaire une vidange complète et envoyer des échantillons en analyse pour savoir la contenance de mon huile, si j'ai un taux de métal trop élevé qui pourra indiquer évidemment des paliers à chasser. Mais pour l'instant, je préfère me dire que tout va bien. Ah, j'ai oublié de filmer, quel con, bah je viens de le remettre en place du coup. Je vous serrai le serrage au couple. Oh, that's T'inquiète. Bon, voilà, j'ai fait de mon mieux pour découper proprement le filtre à huile. Alors, il ne faudra pas tenir compte de la limaille qui est juste au bord ici. C'est de quand je l'ai découpé le filtre à huile. Mais bon, si on regarde après dans les liasses en elles-mêmes, bah, je vois pas vraiment de dépôt métallique. Hein. Pareil des deux côtés. Hein. Si vous voyez des gros morceaux de métal, genre ça c'est quand je l'ai découpé. Hein. Mais sinon, je vois pas de paillettes, je vois pas de... C'est sûrement des vieux dépôts qui ont été mis en flottaison au final, que j'ai vu au fond. Tout le métal que vous voyez, c'est quand je l'ai découpé, j'aurais dû faire ça plus proprement. Mais il n'y a rien d'alarmant au final. Donc voilà. Bon, je me suis convaincu que j'avais probablement pas le moteur le plus sain de France. Mais bon, il faut quand même de l'huile. Changer le filtre à huile évidemment. Au litre, c'est un peu plus cher dans ce format-là. Sympa, ils ont une petite... au litre, ils sont un peu plus chers dans ce format-là. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique pour verser, surtout quand vous en avez presque 7 d'ailleurs. Oh, elles sont en huile minérale. Et je suspecte qu'elle va être très épaisse. C'est de la 20W50. Hein. J'ai vidé le bas moteur. En attendant que l'huile descende dans le bas moteur, je vais enfin changer ce capteur. Pour ceux qui se le demandent, vous ne voyez pas, mais c'est ce qui démarre les ventilos pour les carburateurs et juste créer une dépression dans le moteur pour avoir de l'air en négatif, que chasser l'air chaud. Et moi, ne fonctionne plus depuis longtemps. C'était pour le nettoyer aussi, mais d'abord, j'aimerais réussir à enlever cette sonde. Bon, allez, une tôle qu'on verra jamais, ça ira bien. Hop. Espérons quand même. Je dis bien tenter de vous montrer le changement d'huile de boîte. Le problème, c'est que c'est très loin sous la voiture et le bouchon de remplissage, vous ne le verrez pas. Mais un conseil qu'on m'a toujours donné, c'est de défaire les bouchons de remplissage avant les bouchons de remplissage. Si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas vider votre boîte et pas pouvoir remettre d'huile dedans. Bon, autant dire que le pas de vis, pas de glorieux. Okay. Bon, de souvenir, la boîte prend un peu moins de 3 litres. Donc on va voir combien j'arrive à enlever. Ici, combien il restait, combien on a perdu avec les années. J'ai pas de facture pour son dernier la vidange. Ok, elle est belle. Elle est belle. Il est vraiment très belle. Pour le coup. Ah, le pas de vis, ça... Pas de vis semble avoir survécu. Bon. Ah, il n'y a même pas de métal sur le... Normalement, c'est aimanté. Ok, celle-ci n'est pas aimantée. Mais bon. Bon, comme tout bon véhicule français qui se respecte, la courroie d'accessoires requiert de démonter apparemment l'échappement pour y accéder, quoi.
Ouais, parce que regardez là. Ici, si vous regardez bien, vous avez la patte qui tient l'échappement. Je vais demander pour vous le filmer. Et la courroie passe entre eux. Voilà. Je sais pas comment ça se démonte, donc je vais bidouiller, on va voir ce que ça donne. J'espère pouvoir juste enlever celui du bas et l'écarter un peu pour pouvoir sortir la courroie, mais très franchement, quoi? C'est quoi ça? Hop, et la nouvelle courroie, qu'il faut que je passe par-dessous. Je vais faire ça par-dessous, mais bon. Donc je suis là. Voilà. Puis par le même moment, j'ai décidé de changer le mano contact d'huile ainsi que le ressort qui sert à réguler la pression d'huile sur le PRV. En fait, ce capteur, il est 2 en 1 puisqu'il donne la coupure d'huile donc à 0 bar pour le voyant d'huile, de pression d'huile, et il agit comme un mano pour la pression d'huile. Et en plus, sur la Jetta, il est essentiel au bon fonctionnement de la jauge de niveau d'huile électronique qui se trouve à l'intérieur. Après test, je me suis rendu compte que c'était bien mon problème, ce qui était cool. Et j'ai commandé cette pièce qui, quand même, je le rappelle, vaut pas loin de 70 €. Et c'était probablement pas une bonne idée parce que ce qui se passe, c'est que je ne le savais pas à ce moment-là, cette pièce en question est mal tarée et lit trop bas. Donc on est à 1 ou 2 bars trop bas et ma GTA qui devrait être au ralenti autour de 2-3 bars de pression d'huile, bah elle lisait à peine à plus d'1 bar. Donc forcément j'ai eu un gros coup de flip et pendant une semaine j'ai fait des recherches à n'en plus finir, tout ça pour me rendre compte que bah, c'était le capteur qui est défectueux ou du moins mal étalonné. Donc cette pièce, c'est la seule alternative qui existe. Si vous avez une GTA, faites attention, parce que j'ai vu que c'est un problème commun d'avoir des pressions d'huile trop basses à cause de ces jauges d'huile et les gens ne se rendent pas compte du problème. Mais s'il vous plaît, dites-vous bien que toutes les pièces aujourd'hui qui sont vendues, c'est de la merde, donc n'y vous fiez pas. Prenez une jauge mécanique et vérifiez votre pression d'huile. Surtout que bah, je m'en suis rendu compte juste après m'être rendu compte que j'avais aussi cette huile un peu brillante. Donc tout de suite, je me dis pas de pression d'huile, pas l'IHS, c'est évident. Mais du coup, non, c'est juste toutes les pièces. Ça m'énerve, vous avez pas aidé, ça m'énerve. Ça coûte une fortune ces conneries. Bon, après ce petit aparté sur les pièces de merde, on va continuer sur le système hydraulique. Hein. Bon, c'est la première fois que je lève cette voiture. Enfin, deuxième fois si je suis vraiment honnête. Et est-ce que je suis rassuré? Je cherche les points de levage. Donc, clairement ici, vous voyez, il y a une tôle en métal, assez épaisse. Ici on a ce que je pense être un point de levage. Et après, à l'avant, je sais pas. Hein. Parce que là on a le berceau, mais est-ce que ça c'est du métal? J'ai pas vraiment envie de me reprendre à ce endroit-là. Pour moi, ils doivent la lever sur un pont d'ici et ici, vu que tout le poids de la voiture est à l'arrière. Mais j'ai pas de pont et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de glandus qui soulèvent leur Alpine dans leur garage avec un cric d'atelier, quoi. C'est pas facile. Bon, après avoir fait un tour sur les forums, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de la lever au point où j'avais montré, et au final, il n'y a eu aucun souci. Voilà la bête. Qui est en construction très basique. Donc les amortisseurs qui, je pense, ne sont pas d'origine, de ceux-là, ils sont pas orange. Donc là, on voit la durite du radiateur avec le radiateur qui a l'air d'avoir été changé. Je crois pas qu'il était en plastique d'origine. Donc je vais peut-être pas m'embêter à le changer. Je disais, la structure est vraiment très propre. En dehors ici de ce plastique-là qui est fendu, mais bon, c'est pas grand-chose. Je veux dire, tout le pare-choc, toute la structure avant, tout le berceau est vraiment super propre. Là, on peut voir que même si la durite est en bon état, elle est moisie. Ce qui est sûrement signe que le véhicule est resté très longtemps à l'arrêt. Donc nous, l'émetteur d'embrayage, il est juste ici. Mais après, vraiment, un véhicule qui a presque 40 ans, déjà là, regarde, c'est ça qui m'a fait craquer sur ce véhicule. Donc lui, aucun jeu. Bon, je vais faire de mon mieux pour essayer de vous filmer. Ce qu'il faut regarder, c'est ça ici. Vu qu'apparemment, je ne l'ai pas encore dit, c'est l'émetteur d'embrayage qu'on essaie de sortir. Essayer de démonter. Si vous travaillez avec des raccords hydrauliques, je ne peux pas vous recommander à cette fois une clé à piper. En fait, c'est des clés, comme vous pouvez voir, qui sont ouvertes juste suffisamment pour laisser passer un tuyau. Et très franchement, ça sauve des vies. Alors par contre, là, c'est un angle vraiment très casse-couille. Alors je suis prêt à parier que on va pas réussir à le mettre, mais on va essayer.
C'est du 14, mais... Ah. Mais pas tant que ça. Okay. Voilà. On va arrêter tout de suite quelconque profusion de liquide en utilisant l'outil recommandé par Alpine. Bon, j'ai pas cet outil-là, hein, faut pas déconner. Par contre, j'ai une pincette eau et un bout de caoutchouc. Parce que je vous montre ce que je fais. Voilà, j'ai mis la pincette eau derrière la durite dure. Et après, il y a juste 2 vis derrière et un peu de pâte à joindre normalement. Donc ici, il y a une vis de chaque côté, on a déjà démonté à l'intérieur, donc je vais vous passer le démontage, c'est pas très intéressant. Bon, j'ai pas mal galéré à déboîter le tuyau en plastique ici, il est juste emmanché à force avec une durite en caoutchouc. Plaisir. Voilà. Okay. Ah voilà. C'est sorti, donc finalement non, pas de goupille. Donc là on a le ressort. Je suis pas sûr de bien démonter dans l'ordre. Donc c'est à peu près tout. Voilà. L'huile de frein pue, et vraiment pue énormément. C'est pas normal. Oula. J'arrive pas à dire si c'est de la crasse ou de la corrosion, mais ça semble être de la crasse. Je n'ai pas vraiment de contre-indication à le passer au nettoyeur ultrason, mais ouais, il est oxydé en partie basse ici. Mais ça se sent pas à la main. Ah si, il est quand même bien abîmé à l'intérieur. Bon, malheureusement, plus qu'abîmé dedans. Hein. Si vous regardez, là il est clean. Et si on le tourne en position basse, voilà. Il est bien usé. Trop usé pour être viable. Cependant, bon, c'est une pièce qui vaut 200 €. Hein. Quand il faut taxe Alpine, j'ai vu d'autres équivalences qui pourraient monter en piston 19 mm. Je verrai peut-être pour le remplacer si vraiment j'ai des problèmes. Cependant, je vais essayer d'illustrer l'intérieur au grain 1000 et mettre mon nouveau set de joints. Même s'il continue à suinter, ce qui était déjà le cas avant, c'est pas grave. C'est un émetteur d'embrayage. C'est pas un émetteur de frein. Donc voilà, je vais faire ça et on va voir ce que ça donne. Oui, absolument rien. Aïe. Nickel. C'est bon. Fonctionne. Et 24 heures plus tard, on n'a pas de fuite. Donc c'est cool. Bon, évidemment, il n'a pas fonctionné. Donc je sais pas s'il n'aura pas de fuite plus tard. Mais bon, je vais le remonter sur le véhicule. Bon, et puis maintenant, on va défaire durite de frein pour les remplacer parce que, alors celles-ci peut-être, elles sont craquées, elles sont fatiguées, elles sont d'époque. Donc ça me semble important de remplacer ce genre d'éléments. Pas beaucoup de rouille sur ces durites, donc j'ai bon espoir, mais voilà.
c'est rarement aussi facile, qu'on soit clair et net, et là c'est un coup de chance. Évidemment ça va pisser partout. On va faire l'autre côté avant d'aller plus loin. Évidemment c'est pas la même taille. C'est français, hein, faut pas l'oublier. Quelle taille de ce côté-là? C'est du 13. C'est un petit peu plus serré, j'ai bien l'impression. Oui. Mais rien d'affolant pour autant. Et j'ai oublié de filmer. Bien joué. Mais juste pour information, la longue va à l'avant. C'est évident quand on y réfléchit, mais bon, sur le coup, ça m'a pas paru logique. Je sais pas pourquoi. Juste que ce soit serré assez pour pas que ça fuite. Ça sert à rien de trop le serrer. Surtout, ne pas laisser le liquide de frein sur quoi que ce soit. Parce que le liquide de frein, c'est corrosif. On va nettoyer notre bordel. Alors, vous noterez que j'ai mis quelque chose qui s'appelle... Bonjour, j'espère que vous me voyez. Ça s'appelle des durites aviation. Alors, si vous y connaissez en voiture, vous avez probablement une opinion sur les durites aviation. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est mal, peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est pour coller le circuit, peut-être que c'est illégal. La vérité, c'est que sur cette voiture, on ne trouve plus que ça. Déjà, donc j'avais pas le choix. Et de deux, dites-moi votre opinion, parce que moi, j'en ai pas vraiment. Et sur le papier, c'est mieux. En cas pratique, effectivement, on peut pas voir si la durite est usée ou non. Mais bon, on verra bien ce que ça donne dans le temps. Je suis pas trop inquiet. Parfait. On va essayer de ce côté-là et surtout... Mip mip. Mip mip. On va voir si j'y arrive à une main. Oui. C'est pas normal là, pour des lignes de frein de se défaire aussi facilement, c'est vraiment de la chance. Il y a un autre filtre à essence ici, c'est intéressant. Je vais peut-être le remplacer par celui que j'ai en stock. Échanger les durites. J'ai démonté une partie des durites et le filtre pour aller les mesurer et en acheter des nouvelles. Et bon, c'est un pré-filtre, il y a 2 filtres sur ce véhicule, un qui va dans le moteur et un qui va à l'arrière. Mais voilà, c'est le filtre d'origine. Et les durites aussi, évidemment, qui sont, on va dire, fatiguées. Elles sont pas poreuses, ni coupées, mais aux extrémités quand même pas mal usées. Je ne vais pas prendre de risques. 1985. Ouais. Je vous montre un peu ce que je fais quand même. Là, ce que vous voyez ici, c'est l'ordinateur qui calcule la consommation d'essence. Juste tout simplement le débit en fonction des kilomètres. C'est juste un débitmètre en fait, électronique. Moi, il ne fonctionne pas, donc je viens de vérifier le câblage, tout est intact, donc je pense que c'est un problème intérieur, vu l'âge. C'est une pièce qui doit valoir une centaine d'euros. Je ne compte pas y bidouiller pour l'instant, puisqu'elle ne me pose pas de problème en soi. Et j'ai pas envie de tout démonter et d'ouvrir une pièce qui contient de l'essence, puisqu'elle fonctionne dans l'état. Enfin, puisqu'elle ne fuit pas en fait. Donc, voilà. Pourquoi j'y touche pas. Et hop, voilà, un filtre neuf et des durites neuves. Bon, et il est peut-être temps de finir avec l'hydraulique quand même, hein. Bon, si vous vous souvenez de la vidéo sur la Golf, ça va pas être très différent. Donc ce qu'on va commencer à faire en fait, c'est vider d'abord le réservoir du liquide qui est actuellement dedans au maximum et le remplacer par du liquide frais. En fait, on va devoir essayer de vidanger au maximum le liquide existant de par les différentes purges, en commençant par le plus loin pour se rapprocher petit à petit au plus près, pour non seulement enlever l'ancien liquide et purger l'air qu'on a introduit en changeant les lignes. La dernière fois, c'est notre ami qui va nous aider. Je ne vais pas vous cacher aussi qu'il est bien dégueulasse. Bon, ça, je l'avais déjà vu, hein. Depuis que j'ai le véhicule. C'était pas vraiment un mystère. Finalement démonté sous le réservoir et c'est pour la bonne cause parce qu'il est vraiment dégueulasse à l'intérieur, donc on va bien le nettoyer et le remettre en place. Bon voilà, c'est quand même un peu mieux, hein. J'y boirai pas non plus, mais bon, au moins le liquide sera pas concrassé de base. Bon Bren, ça se purge comme des freins. Ici on a le récepteur d'embrayage. Je vais pas vous montrer, mais bon du coup je vais avoir l'assistant qui va purger, qui va appuyer sur la pédale.
Mon téléphone veut bien faire le putain de focus. Et la vis de purge juste ici. Du coup, je vais ouvrir et fermer au fur et à mesure pour évacuer l'ancien liquide d'une part et enlever l'herbe d'une autre part. Vas-y, tu pompes l'embrayage, tu appuies sur 4-5 fois. Vas-y, pompe. Maintiens. Et puis bon bah, même manip pour les freins. Hein. Pour un purge de frein, si vous voulez une explication détaillée de comment faire, je vous invite à aller voir la vidéo sur la Golf. Cependant, j'ai essayé de vous montrer quand même. Donc là, vous voyez, j'ai Maxwell qui est là avec une durite en plastique qui fait quand même une boucle, donc il va plus haut que la vis de purge. Et s'il veut bien faire le focus, je vais juste ouvrir la purge en fait avec une clé de 8. Demander... où est ma clé de 8? Demander à mon assistant de pomper. Pompe. J'ai pas le bras assez long. Donc là je dévisse. On voit le liquide qui fait rien du tout. Je dévisse. Voilà. Et là on voit le liquide dégueulasse qui s'évacue. Voilà. Donc bon, vous avez compris l'idée. Il faut faire ça aux quatre coins des roues en commençant par le point le plus loin et en se rapprochant petit à petit. C'est pénible, il faut que le liquide qui ressorte soit propre. Mais bon, vu la couleur du liquide, c'est pas compliqué, c'est juste chiant et pas très agréable. Et voilà ce qui est sorti de la purge. Hein. Pour rappel, c'est censé être transparent. Donc il faudra peut-être que refaire un petit tour, parce que c'est vrai que c'est vachement ça, mais bon, après il est mélangé. Donc, Vous pouvez le voir, j'ai redéfait mon filtre à air. Alors, je vais faire juste un petit check-up. Regardez comment on tient les joints, comment on tient l'isolateur en plastique. Et aussi remplacer donc mes goujons, mes vis ici, par enfin des goujons que j'ai trouvés. Alors c'est des goujons inox, qui ne sont pas super adaptés pour une émission d'aluminium, mais avec lequel je vais appairer donc déjà un frein filet très léger. Et aussi, je vais donc mettre des écrous à la place évidemment. Et donc voilà. Et ouais, c'est à peu près tout en fait. Pose muffin. Bon, j'ai oublié de prendre mon micro, donc autant dire que vous n'allez absolument rien entendre. Mais bon, au pire des cas, je parlerai par-dessus. Alors, quel est mon avis maintenant sur l'état de ce moteur? Difficile à dire. Ça reste beaucoup de limaille, je trouve, enfin beaucoup de paillettes. Il n'y avait pas de morceaux, hein, c'était juste des paillettes pour un moteur qui... J'ai fait quoi, 2000 km depuis la dernière vidange. Pas vu d'aggravation, j'ai fait 2-3 000 km depuis que je l'ai, niveau bruit, niveau ressenti, niveau performance. Si c'était vraiment un coussinet de bielle qui était fatigué, je pense que je le sentirais. Alors pourquoi je suis pas allé le voir? Pourquoi j'ai pas démonté? Pourquoi j'ai pas démonté un palier si j'ai un doute? C'est du boulot, d'une, et de deux, il faudrait que j'enlève le carter que vous avez vu dessous. Ça requiert d'enlever le deuxième niveau de... Je pouvais pas, là j'étais pas pour ça. Je monte quand même à Paris bientôt avec. Bon voilà, ce sera un test un peu ultime, je vais faire 400 km avec. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je vais partir du principe que tout va bien, que c'est de la paillette qui était aussi là de par le fait que le moteur avait jamais eu de vidange pendant 5 ans. Que peut-être la 1540 n'était pas adaptée, j'en sais rien, mais bon, s'il y a du métal, il y a un frottement. Après, j'ai aussi fait beaucoup de réglages de carburateur, elle a tourné à très bas régime avec des pressions d'huile assez faibles, donc c'est possible que ça ait aussi créé des dégâts au moteur. Mais bon. Voilà un peu où j'en suis, et puis bon, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo.
Bon, et puis je vous épargne la fin de c'est tout trop inaudible, horrible, aux qualités sonores pitoyables, je m'en excuse. Bon, je tiens quand même à dire que ça fait plus d'un mois que j'ai tourné ce tout trop. Maintenant, bon, je suis plutôt rassuré sur l'état du moteur, ma pression d'huile est bonne, elle tourne super bien. Et là, de toute façon, je vais la mettre à rude épreuve puisque je monte à Paris par l'autoroute la semaine prochaine, donc voilà. J'ai quand même le plan d'action de refaire une vidange dans, allez, 1000 km, 2000 km, et d'envoyer un échantillon donc en analyse pour voir si j'ai du métal, et normalement, je devrais avoir une confirmation rapide de savoir l'état de mon moteur, en fait, avec le maximum de détails. Mais pour l'instant, comme je l'ai déjà dit, je pars du principe que le véhicule va bien. J'ai aussi oublié d'en parler, mais du coup, le freinage est incroyable. Le ressenti à la pédale est génial. Elle freine comme une Citroën avec l'hydraulique, vraiment une course extrêmement courte, très ferme, très répondant. Ça se bloque vite, par contre, forcément, mais super freinage. Donc voilà. Donc comme j'allais le monsieur qui parle dans le vent aller le dire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus, et n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires par rapport aux paillettes. Ça peut toujours aider. Je vous remercie, et merguez-moi vôtre.